Chapitre 2. La rencontre des destins, de 1773 au début de 1786. Antoinette Juillet, née le 29 juillet 1764, n'avait que 8 ans lorsqu'elle croisa pour la première fois la route d'Anthelme-Sèvres. Deux destins qui allaient s'entrelacer, presque par hasard, dans une Lyon en pleine métamorphose. Comment cette rencontre, qui semblait n'être qu'un épisode fugace de la vie quotidienne, devint-elle une pierre angulaire de leur avenir? C'est ce que je vais vous conter, pas à pas, en replongeant dans le tumulte et la ferveur de ces années. En ce mois de juin 1773, la famille Juillet, curieuse et avide de découvertes, avait décidé de se rendre en promenade jusqu'aux chantiers colossaux de l'ingénieur Morand. On y façonnait, à coups de pelle, de marteaux et d'ouvriers suants, le visage moderne de la ville. Un nouveau pont, des quais élargis, des berges redessinées. Le Rhône grondait, encombré de bateaux qui peinaient à circuler dans ce chaos organisé. Les alleurs juraient, les mulets hennissaient, et les cris des contremaîtres se mêlaient au fracas des pierres déplacées. Louis Juillet, père d'Antoinette, n'était pas venu par simple curiosité. Marchand avisé et meunier pragmatique, il avait rendez-vous avec le citoyen Claude Germanel de Caluire, voiturier lyonnais respecté. Germanel n'était pas seulement un homme d'affaires, il était aussi de la famille par alliance, marié à Jeanne Juillet, la sœur de Louis. Depuis quelque temps déjà, il vantait à son beau-frère l'opportunité d'affermer un moulin-bateau solidement amarré en aval de Saint-Clair. Un emplacement stratégique, disait-il, promis à prospérer une fois les travaux terminés. Dans l'air épais et chargé de poussière, qui faisait tousser même les plus robustes, Louis rencontra enfin le propriétaire du moulin à blé en question. Pourtant, au lieu de se laisser séduire par les promesses de rendement, il resta hésitant. Tout autour de lui, le tumulte du chantier lui inspirait méfiance, le pont inachevé, les berges encore fragiles, les retards qui semblaient s'accumuler. L'instinct du père prudent lui murmurait que ce n'était pas encore le moment de déplacer sa famille ni son activité. Non loin de là, le moulin voisin battait son plein. Il appartenait à Jacques Benoît de Naves, maître tondeur de draps, homme respecté dans la corporation. C'est de ce moulin précisément qu'apparut soudain un jeune homme d'une vingtaine d'années, vif, au port assuré, Anthelme-Sèvres. Surgissant de la rampe, il se trouva nez à nez avec la famille Juillet. La scène, bien que banale en apparence, prit aussitôt un tour singulier. Anthelme, remarquant l'embarras de ses visiteurs visiblement accablés par la chaleur et la poussière, s'avança avec une générosité instinctive. De sa besace, il tira une gourde d'eau fraîche qu'il leur tendit avec un sourire franc. Le geste, simple mais empreint d'une attention rare, toucha aussitôt les parents comme les enfants. Antoinette, encore petite fille, devait garder toute sa vie le souvenir de cette figure bienveillante qui, dans la poussière étouffante du chantier, leur apporta un souffle de fraîcheur. La conversation s'engagea rapidement. Louis Juillet, homme pragmatique, en profita pour interroger Anthelme sur les réalités du chantier et les conditions de vie dans ce secteur. Avec une honnêteté désarmante, le jeune homme les dissuada d'envisager une installation immédiate. Il décrivit les désagréments quotidiens, les retards, les coûts imprévus, la difficulté à maintenir un commerce stable dans une zone en perpétuelle agitation. Ces paroles, franches et mesurées, résonnèrent fortement dans l'esprit de Louis, qui décida sur le champ de renoncer à l'offre. Il préféra conserver son moulin de la quarantaine, sur la Saône, là où la stabilité et la prévisibilité assuraient encore le pain quotidien. À partir de ce jour, les rencontres avec Anthelme se multiplièrent. Parfois au détour d'une visite sur les quais, parfois lors de réunions familiales élargies, la figure de ce jeune homme revint régulièrement dans l'univers d'Antoinette. Elle l'apercevait, souvent de loin, mais toujours avec une attention grandissante. Le souvenir le plus marquant de ces jeunes années resta cependant celui de 1775, année faste pour la ville de Lyon. On célébrait l'achèvement du nouveau pont, chef-d'œuvre de Morand, qui transformait radicalement la physionomie de la cité. Ce fut une fête comme on en avait rarement vu. Les quais entre Saint-Clair et le pont, tout juste achevés, s'offraient aux pas émerveillés des habitants. Les bateaux, du plus modeste esquif au plus grand bâtiment de commerce, avaient revêtu des habits de fête, guirlandes de fleurs, drapeaux multicolores, fanions claquant au vent. Le Rhône, ce jour-là, n'était plus seulement un fleuve,
Il était une scène grandiose où se jouait le spectacle d'une ville en liesse. Des manèges avaient été installés sur les brotteaux, des jeux pour les enfants animaient les nouveaux espaces et partout résonnaient les cris joyeux d'une foule immense. Le quai Monsieur, ainsi nommé en l'honneur du frère du roi venu inaugurer le pont, scintillait de 1000 feux. Dans cette effervescence populaire, la petite Antoinette, émerveillée, croisa de nouveau le regard d'Anthelme. Et ce regard, dans le tumulte de la fête, allait s'ancrer dans sa mémoire comme une promesse silencieuse d'avenir. Antoinette enfant, 1664 à 1775. Antoinette n'était encore qu'une petite fille vive, aux yeux grands ouverts sur le monde. À 8 ans, chaque détail lui paraissait plus grand, plus bruyant, plus intense que pour les adultes qui l'entouraient. Le jour où ses parents l'emmenèrent sur les bords du Rhône, elle fut aussitôt saisie par un mélange d'excitation et de crainte. Le chantier de Moran bourdonnait comme une ruche en furie. Des hommes criaient pour se faire entendre au-dessus du vacarme. Des charrettes grinçaient sous le poids des pierres. Des marteaux martelaient les poutres. Et la poussière montait en nuages étouffants qui faisaient tousser. Pour Antoinette, ce tumulte avait quelque chose de fascinant, mais aussi d'effrayant. Elle se serrait parfois contre la robe de sa mère, cherchant refuge dans le tissu familier, tout en étirant le cou pour mieux voir. Ses petites mains se crispaient, mais ses yeux brillaient. Elle avait peur que les énormes poutres s'effondrent, peur des cris des alleurs qui semblaient se battre avec le fleuve. Et pourtant, au fond de son cœur, elle sentait une curiosité irrésistible. Elle voulait comprendre ce que faisaient ces hommes, pourquoi ils s'acharnaient à dompter un fleuve si vaste. C'est dans ce décor rugueux et hostile qu'Anthelme surgit. Aux yeux de l'enfant, il apparut comme une figure presque héroïque, non pas vêtu d'une armure scintillante, mais d'une simplicité robuste qui inspirait confiance. Ses bras hâlés par le travail, son visage franc et ce geste inattendu, tendre sa gourde d'eau fraîche à la famille suffocante. Pour Antoinette, ce fut comme si un chevalier surgissait dans un conte, un protecteur providentiel dans un univers écrasant. Le goût de l'eau, frais et clair sur ses lèvres desséchées, s'imprima dans sa mémoire comme une caresse. Elle ne comprenait pas encore pourquoi ce souvenir resterait si vif, mais elle sut déjà qu'elle n'oublierait jamais ce jeune homme venu adoucir la poussière et la chaleur de cette journée. 2 ans plus tard, en 1775, Lyon tout entière vibrait d'une effervescence nouvelle. La fête donnée pour l'inauguration du pont Moran transforma la ville en un immense terrain de jeu. Antoinette, âgée de 11 ans, se laissa emporter par la joie populaire. Les guirlandes de fleurs, les fanions colorés claquant au vent, les bateaux parés de lumière, tout cela la plongeait dans une sorte de rêve éveillé. Elle riait aux éclats en courant d'un manège à un autre, ses cheveux défaits volant derrière elle. Ses yeux émerveillés buvaient chaque détail. Les saltimbanques qui jonglaient, la musique des violons, les feux d'artifice qui illuminaient le fleuve. Et pourtant, au milieu de cette ivresse enfantine, un moment vint suspendre le temps. Dans la foule, elle croisa le regard d'Anthelme. Plus grand, plus assuré qu'au souvenir qu'elle en gardait, mais toujours avec ce même éclat bienveillant. Ce regard, posé sur elle avec une douceur qu'elle ne savait pas encore nommer, éveilla en elle un trouble nouveau. Ce n'était plus seulement l'admiration naïve de l'enfant pour un bienfaiteur. C'était comme une chaleur qui montait dans sa poitrine, une sorte de vertige doux amer qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle détourna les yeux aussitôt, confuse, mais l'image resta imprimée dans son cœur. Ce jour-là, dans le vacarme joyeux de la fête, Antoinette prit conscience sans le savoir que son destin s'était déjà dessiné. Entre le tumulte du chantier de 1773 et l'éclat du pont inauguré en 1775, une graine avait été semée, celle d'un lien invisible, mystérieux, qui la relierait à Anthelme bien au-delà de son enfance. Louis Juillet, doute et réflexion d'un père. Louis Juillet n'était pas un homme à se laisser griser par les promesses des ambitieux. Devant le Rhône en travaux, il sentait d'instinct que quelque chose clochait. Ses yeux, habitués à jauger la solidité d'un moulin, observaient les piles du pont encore inachevées, les berges à moitié effondrées, les ouvriers qui pestaient contre la force indomptable du fleuve. Tout autour de lui, certains ne voyaient que la modernité en marche, lui percevaient surtout la fragilité d'un édifice encore incertain.
Son beau-frère Germanel lui vantait l'aubaine. « Ici, Louis, tout va changer. Qui tient un moulin à Saint-Clair tiendra demain la clé du commerce. » Mais Louis connaissait trop bien la dureté des temps pour se laisser convaincre par de belles paroles. Ce qu'il voyait, c'était la poussière qui faisait pleurer les enfants, le vacarme qui empêchait de réfléchir, et le coût que représenterait un déménagement précipité. Il pensa aussitôt « Mon devoir n'est pas de courir derrière les nouveautés, mais d'assurer chaque jour le pain de ma famille. » À la quarantaine, sur la Saône, son moulin tournait déjà. Certes, il ne rapportait pas de fortune, mais il nourrissait les siens avec régularité. Pour lui, cela valait mieux que 1000 promesses hasardeuses. Derrière ses airs calmes, il faisait sans cesse ses comptes, la farine vendue, le prix du bois, les réparations à prévoir. Sa vie n'était qu'une longue addition, mais une addition qui, bien tenue, assurait l'avenir de ses enfants. Car tout en marchant ce jour-là, Louis jetait parfois un regard sur Antoinette, sa petite fille, qui observait avec des yeux émerveillés ce monde de bruit et de poussière. Il savait que l'enfance passe vite. Dans quelques années, elle serait une jeune femme et lui devrait songer à sa dot, à ses alliances, à l'avenir qu'il pourrait lui offrir. Son cœur se serra à cette idée. Chaque décision qu'il prenait aujourd'hui pesait déjà sur demain. 2 ans plus tard, lors de la grande fête de 1775, ses pensées revinrent avec plus de force encore. La ville resplendissait, la foule était en liesse, et sa fille riait aux éclats, insouciante, courant d'un manège à l'autre. Louis, debout en retrait, l'observait longuement. Il voyait ses joues rosies par l'enthousiasme, ses cheveux qui volaient au vent, et il sentit un pincement au cœur. L'enfance d'Antoinette s'effaçait déjà, remplacée par les premiers signes d'une grâce naissante. Il se demanda « Quel sera son avenir ? Trouvera-t-elle un époux digne d'elle ? Aurons-nous assez de moyens pour l'assurer ?» Dans la liesse générale, il se surprit à être plus grave que les autres. Ce pont, ces quais flambant neufs, tout cela était beau, mais il savait qu'une vie ne se construit pas seulement sur les fêtes et les inaugurations. Une vie se bâtit sur la stabilité, la prudence et le travail patient. Pourtant, lorsqu'il remarqua le bref échange de regards entre Antoinette et le jeune Anthelme Sève, un trouble lui serra la poitrine. Ce jeune homme, il l'avait trouvé franc et solide lors de leur première rencontre, mais il pressentait que ce genre de lien pouvait bouleverser ses calculs les mieux établis. Les destins, songea-t-il, ne se laissent jamais plier au compte d'un père. Louis sourit malgré lui. Dans cette foule bruyante, sous les fanions et les rires, il comprit que l'avenir d'Antoinette ne lui appartiendrait pas totalement. Il pouvait lui offrir des bases solides, un foyer, une dot, mais au-delà, ce serait la vie, avec ses hasards et ses rencontres, qui mènerait la danse. Anthelme Sève, le regard du jeune homme. Anthelme Sève avait grandi dans le fracas des moulins et le grondement du Rhône. À 20 ans à peine, son corps portait déjà les marques du labeur. Épaules larges, mains calleuses, peau burinée par le vent et la poussière des chantiers. Chaque journée commençait au lever du soleil et se terminait bien après que la cloche de Saint-Clair eût sonné la nuit. Le travail était rude, mais il y trouvait une forme de fierté. Il appartenait à ceux qui façonnèrent le pain quotidien des Lyonnais, qui luttaient chaque jour contre le fleuve pour qu'il devienne une source de vie au lieu d'un danger. Pourtant, dans ces moments de solitude, Anthelme se surprenait parfois à rêver d'autre chose. Le Rhône lui semblait une école sévère, mais il pressentait que sa vie ne pouvait pas se résumer à pousser des meules et à surveiller les barges. Une ambition sourde grondait en lui, une envie de construire quelque chose de plus grand, de laisser une empreinte qui dépasserait les rives où il travaillait. Le jour où il croisa la famille Juillet, il fut frappé par leur allure. Rien d'extraordinaire en apparence. Un père prudent, une mère attentive, des enfants curieux. Et pourtant, quelque chose dans leur démarche le toucha. Peut-être leur air étranger à ce chaos de chantier, leur maladresse dans cette poussière, ou encore leur regard d'outsider venu observer un monde qui n'était pas le leur. Quand il vit la petite Antoinette tousser dans le nuage de poussière, son geste fut instinctif. Offrir de l'eau. Ce n'était rien, une simple attention. Mais il sentit aussitôt le poids d'un regard d'enfant posé sur lui.
Elle le fixait avec des yeux grands ouverts, mélange de crainte et de confiance. Anthelme n'y pensa pas davantage sur le moment, mais ce souvenir resta gravé dans sa mémoire, comme une étincelle déposée en silence. 2 ans plus tard, en 1775, lors de la fête du pont Morand, Anthelme participa comme tout jeune homme de son âge. Il courut, il rit, il s'émerveilla des bateaux illuminés. Pourtant, au milieu de la liesse, son regard fut happé par une vision inattendue. Antoinette, désormais âgée de 11 ans, qui courait en riant au milieu des manèges et des musiques. Ce n'était plus l'enfant chétive qu'il avait vu sur le chantier. C'était une jeune fille en devenir, dont les gestes, la grâce naissante et le sourire semblaient emplir l'espace autour d'elle. Lorsqu'elle leva les yeux et croisa les siens, Anthelme sentit un trouble profond. Ce n'était pas de l'amour encore, mais une émotion brute, nouvelle, qui fit battre son cœur plus vite. Il détourna le regard presque aussitôt, par pudeur, mais il sut intérieurement que ce lien n'était pas ordinaire. Quelque chose, invisible mais puissant, venait de se nouer. Dans le tumulte des musiques et des cris, il se surprit à formuler une pensée audacieuse. Et si nos chemins étaient appelés à se croiser encore? 3 regards, un même fil. Ainsi, dans ces années où Lyon se couvrait de ponts et de poussière, 3 regards s'étaient à croiser sans encore se rejoindre tout à fait. Il y avait celui d'Antoinette, petite fille vive et fragile, qui découvrait le monde avec la candeur de l'enfance et déjà la fièvre d'un trouble nouveau. Il y avait celui de Louis, père prudent, qui comptait ses pas et ses pièces de farine, mais voyait grandir sa fille comme une inquiétude et une promesse. Et il y avait enfin celui d'Anthelme, jeune homme forgé par le Rhône et par le travail, qui pressentait que son avenir ne pouvait se limiter aux roues d'un moulin. Chacun, à sa manière, avait perçu quelque chose ce jour-là. Un éclat de confiance, un calcul silencieux, un émoi inattendu. Rien n'était dit, rien n'était scellé, mais un fil invisible commençait déjà à relier leur vie. Dans le tumulte des marteaux et des fanions, au milieu des eaux grondantes et des rires de fête, ce fil se tendit doucement. On aurait pu croire à une rencontre ordinaire, à une simple anecdote parmi d'autres dans le flot des jours. Et pourtant, ce fut comme une étincelle discrète au milieu du vacarme de la ville en liesse. Car c'est ainsi que naissent les destins, non pas dans le fracas des grandes batailles, mais dans un geste simple, un regard échangé, un silence habité. Et déjà, sans qu'ils le sachent, Antoinette, Louis et Anthelme avancèrent sur une même voie, celle où leurs histoires, leurs calculs et leurs rêves s'entrelaceraient pour façonner un avenir commun. Anthelme Sève, le jeune garçon qui, quelques années plus tôt, leur avait tendu une gourde d'eau fraîche au milieu de la poussière du chantier Morand, n'était plus un simple adolescent effacé. Le temps avait sculpté sa silhouette et affirmé son allure. C'était désormais un beau gaillard, solidement bâti, qui venait d'achever 3 longues années d'apprentissage comme tondeur de draps sur le bateau-usine de Dame de Nave. Sa peau claire contrastait avec ses bras tannés par le travail quotidien, ses cheveux châtains, soigneusement retenus par un ruban sombre, encadraient un visage où brillait une énergie indomptable. Ses yeux, d'un bleu limpide, pétillaient de vivacité et de malice, révélant une intelligence qui dépassait la simple vigueur de son corps. Son port altier, sa carrure imposante et sa démarche assurée en faisaient déjà un homme que l'on remarquait. Il n'est pas certain qu'Antoinette, encore à la lisière de l'enfance, osa ce jour-là murmurer ces 3 mots timides. Le beau garçon. Mais dans son regard clair, quelque chose s'alluma. Ce n'était plus l'enfant assoiffé du chantier poussiéreux qui voyait en Anthelme un sauveur providentiel, mais une fillette qui, presque à son insu, commençait à reconnaître en lui une présence singulière, différente de celle qu'elle côtoyait d'ordinaire. Le temps passant, Anthelme changea d'horizon. Il avait quitté le bateau de Dame de Nave pour poursuivre sa formation auprès de Maître Eynard, l'un des notables les plus influents de la Corporation des Drapiers de Lyon. Là, il perfectionnait son art, mais surtout, il consolidait des alliances et tissait des liens précieux pour son avenir. Car Anthelme n'était pas qu'un travailleur robuste, il était ambitieux. Il savait que s'affilier à la corporation, c'était franchir la porte vers une reconnaissance sociale et économique qui ouvrait 1000 perspectives. Dans ces moments de liberté, il aimait passer du temps avec Antoine et Antoinette Juillet, que l'on retrouvait souvent chez la famille Desargues, dans le quartier animé. Autour d'eux, les discussions s'élevaient, parfois légères,
parfois sérieuse. Anthelme, avec un mélange de fougue et de prudence, confiait à ses jeunes amis ses projets d'avenir. Dans ses rêves, il s'imaginait parcourant le Rhône jusqu'à la Méditerranée, peut-être même jusqu'à l'océan lointain. Le commerce fluvial et maritime lui semblait une voie royale. Transporter, négocier, échanger et se faire un nom. Mais malgré ses élans de grandeur, il restait ancré dans un réalisme lucide. Il savait que rien ne s'obtenait sans travail, sans prudence, ni sans alliance solide. Antoinette, la petite, l'observait souvent à la dérobée. Avec ses yeux déjà vifs, elle scrutait ce jeune homme qui parlait comme un adulte et rêvait comme un capitaine de navire. Elle se méfiait un peu de son assurance, de cette manière qu'il avait de dessiner l'avenir comme si celui-ci lui appartenait déjà. Mais elle ne pouvait nier qu'il dégageait une présence qui la troublait. Dans les jeux d'enfants, elle riait, mais à ses côtés, elle devenait plus sérieuse, presque grave, comme si elle pressentait que cet Anthelme était une figure qui dépasserait l'anecdote de ses jeux d'enfance. La mère d'Antoinette, attentive et prudente, ne pouvait ignorer cette proximité qui se tissait. À chaque rencontre, elle observait ses enfants suspendus aux paroles du jeune tondeur. Elle-même, à vrai dire, n'était pas insensible au charme d'Anthelme. Elle le trouvait intelligent, agréable, persuasif. Avec la petite Benoîte dans ses bras qu'elle allaitait encore, elle surprenait parfois son propre esprit à s'égarer, admirant la prestance du jeune homme et sa façon de parler avec assurance. Elle s'était même surprise à conter à son mari les mérites et les projets de ce garçon, comme si sa présence revenait hanter leur conversation. Mais une inquiétude sourdait en elle, car Anthelme n'était pas un enfant. À son âge, il pouvait déjà songer au mariage, et sa robustesse, sa réputation de sérieux, la reconnaissance de ses employeurs en faisaient un parti désirable. Serviable, courageux, jamais rebuté par les difficultés, il avait en outre gagné l'attention des jésuites, qui, intrigués par ses facultés, avaient décidé de lui donner une formation plus poussée. On l'instruisait aux mathématiques, à la rhétorique, et on affinait chez lui le discernement moral et religieux. Les maîtres disèrent de lui qu'il était appliqué, prometteur, attachant. Dans le cercle des jeunes apprentis, il se distinguait déjà et savait plaire à tous par sa droiture et sa parole mesurée. Lui-même, en silence, se forgeait un plan. Il voulait se hisser parmi les notables de Lyon. 10 ans, se promettait-il, 10 ans suffiraient. 10 ans de travail, d'effort, d'audace et d'alliance, et il deviendrait un homme respecté, riche, assis à la table de ceux qui pesaient dans les décisions de la ville. Le Rhône, les bateaux, les moulins et les marchés, tout cela n'était pas une fin, mais une étape. Cette nouvelle existence, plus libre et indépendante, offrait enfin à Louis Juillet la possibilité de mener son commerce selon ses propres règles, sans avoir à se plier constamment aux contraintes imposées par d'autres. En s'installant de nouveau à proximité de ses racines, il retrouvait une autonomie précieuse et pouvait développer ses affaires à sa guise, fort de l'expérience acquise au fil des années. À Fontaine, en Franc-Lyonnois, son village natal, Louis renoua avec une communauté qui ne l'avait jamais vraiment oublié. Sa femme, jusque-là isolée dans la ville, bénéficiait désormais d'un entourage plus familier et rassurant et trouvait du réconfort auprès de voisins et de parents bienveillants. Son frère, Étienne de Zargues, qui commerçait activement dans la région, constituait un appui solide dans ce nouvel équilibre familial et professionnel. Ce retour aux sources rapprocha aussi Louis de ses deux sœurs, Gabrielle, mariée à Pierre Ray, jardinier établi à la Croix-Rousse, et Jeanne, épouse de Claude Germanel, voiturier à Saint-Clair, dans la paroisse de Caluire. Ainsi, la famille Juillet retrouvait une unité et une proximité précieuses, renforcées par ce maillage de liens familiaux et professionnels. Louis renoua également avec de vieilles connaissances liées à son métier. Il retrouva François L'Hôpital, propriétaire d'un moulin sur le Rhône après le pont de la Guillotière. Ce dernier avait été formé naguère au moulin du Buisson par Claude Juillet, le père de Louis, et venait lui-même de Rochetaillé, village voisin de Fontaine. Cette amitié de longue date, enracinée dans la même tradition meunière, redonnait à Louis le sentiment de faire partie d'une chaîne de savoir-faire et de solidarité entre artisans. À cela s'ajoutait le lien précieux avec le sieur Cériasiat, meunier et marchand de farine reconnu, qui devait gérer plusieurs moulins répartis entre Lyon, Vèze et Collonges.
La fréquentation de tels hommes offrait à Louis non seulement des relations d'affaires solides, mais aussi un réseau de confiance dans un monde où la réputation valait souvent plus qu'un contrat écrit. Quant à son fils, Antoine Juillet, il grandissait vite et entrait désormais dans l'âge où le travail formait le caractère. Déjà apprenti garçon meunier, il épaulait son père avec enthousiasme et se faisait remarquer par son intelligence vive, sa force de travail et son goût pour l'effort. Courageux et ambitieux, Antoine montrait une volonté ferme d'apprendre le métier dans ses moindres détails. Son avenir semblait prometteur. Il n'était pas simplement destiné à répéter les gestes de son père, mais à aller plus loin encore, porté par une énergie nouvelle et un désir ardent de bâtir son propre chemin dans le monde des moulins et du commerce de farine. La famille de Louis Juillet. Le destin de Louis Juillet s'enracine profondément dans le sol de Fontaine, au hameau du Petit Moulin, là où ses ancêtres avaient y bâti leur vie. Son père, Claude Juillet, fut longtemps meunier, avant de déposer les outils de son métier pour devenir vigneron à la retraite. Sa mère, Antoinette Genst, partageaient ce quotidien simple mais solide, marqué par la continuité familiale. Ensemble, ils habitaient une modeste maison, héritage précieux des générations passées, notamment de Fleury Juillet et de Louise Avril, dont le souvenir demeurait dans chaque pierre, chaque poutre. Cette demeure, bien que petite, portait en elle une symbolique immense, la permanence d'un lignage de travailleurs attachés à la terre et au moulin. À leur côté vivait également un autre Claude Juillet, leur filleul et neveu, fils de feu Jean Juillet, autrefois meunier à Collonges, marié à Catherine Rochet. Le hameau réunissait ainsi plusieurs branches du même sang, unies par une tradition artisanale et rurale que l'on se transmettait presque naturellement, comme une seconde nature. De l'union de Claude et Antoinette Genst, célébrée à Fontaine le 25 octobre 1724, naquirent pas moins de 15 enfants. Une véritable lignée qui fit de la maison un lieu toujours animé, bruissant de voix et d'énergie, et dont quelques figures se distinguent tout particulièrement. Laurence Juillet, née le 22 décembre 1726, fut la seconde enfant. Elle se maria le 5 février 1747 à Fontaine avec Louis Lalive, meunier lui aussi. Leur union fut féconde. 7 enfants virent le jour, dont Claude, marié en 1788 à Anne Duverdy, veuve de Jacques Sève, et Jean, qui perpétua à son tour le métier de meunier. Laurence, cependant, s'éteignit prématurément en 1763, laissant derrière elle une descendance nombreuse. Louis Juillet, né le 1er novembre 1738, devint le pivot de cette histoire. En 1761, il épousa à Fontaine Antoinette de Zargues, fille d'Antoine de Zargues et de Marie Benoît. Ce mariage marqua la continuité de 2 familles solidement établies dans la région. Gabrielle Juillet, née en 1740, s'unit le 11 mars 1765 à Fontaine à Pierreret, jardinier. Elle mourut malheureusement le 2 octobre 1769, laissant derrière elle un nourrisson de seulement 2 mois, Claude, qui suivit lui aussi le chemin des moulins. Jeanne Juillet, née le 13 septembre 1745, épousa Claude Germanel, voiturier, le 23 juillet 1765 à Fontaine. Par ce mariage, elle lia sa destinée à une famille travaillant dans le transport, activité complémentaire aux échanges et aux besoins des meuniers. Lorsque la matriarche Antoinette Genst s'éteignit le 19 mars 1778, un nouveau tournant s'ouvrit. Louis Juillet, déjà homme mûr et père de famille, racheta alors à son père une parcelle de terrain de 18 pieds par 12 située à Fontaine afin d'y installer son propre jardin. En contrepartie, il obtint l'autorisation d'y bâtir un petit logement, destiné à accueillir son père une fois âgé, ainsi que sa seconde épouse, et de garantir à terme la transmission de son moulin. 2 ans plus tard, en 1780, Louis et sa famille s'installèrent ainsi définitivement au hameau du Petit Moulin. C'est précisément à cette époque que le nom Petit Moulin commença à s'imposer dans les usages, devenant un repère identitaire et affectif pour les générations futures. Veuf depuis peu, Claude Juillet termina sa vie à Fontaine-le-Bas, où il mourut le 22 août 1782. Avec lui s'éteignait un patriarche respecté, dépositaire d'un savoir-faire ancien, mais dont l'héritage, tant matériel que moral, fut transmis à son fils Louis Juillet, devenu son héritier naturel et spirituel.
Ce dernier, désormais chef de famille, reprenait le flambeau d'une dynastie de meuniers et de vignerons appelée à se prolonger encore longtemps dans la mémoire du village. S'ils doivent composer avec le flot incessant des événements qui marquent cette époque agitée, les Juillets et leurs proches n'oublient pas pour autant de célébrer, de se retrouver, de maintenir vivante cette chaleur familiale qui fait tenir bon face aux incertitudes. Les mariages, les naissances, les foires, les fêtes paroissiales sont autant d'occasions pour resserrer les liens et partager un peu de joie au milieu des contraintes du quotidien. Dans ce cercle familial et amical, certaines figures émergent. Il y a Étienne d'Escures, père de famille nombreuse, travailleur acharné, modèle de persévérance. À ses côtés, Jacques Sève, l'esprit avisé, qui rêve déjà d'un avenir de négociant. On le surnomme bientôt le futur épicier nantais, car son regard se tourne vers l'ouest et les promesses de la ville de Nantes. Sa trajectoire prend forme. Installé désormais quai de la Charité, dans le quartier d'Ainay, sur la rive droite du Rhône, il commence à bâtir pas à pas la réputation de commerçant habile qui sera la sienne. À ses côtés, son neveu et son frère Paul, tous deux soutiens précieux, partagent cette ambition, tout en bénéficiant de l'appui d'un père et d'un frère avocat, ce qui assure à la famille un réseau solide et respecté. Pendant ce temps, Antoine Sève, figure centrale, exerce un métier éprouvant, conducteur de draps sur un dormant bateau. Le travail est rude, les journées longues et la rémunération souvent décevante. Mais Antoine n'est pas homme à se résigner. Esprit pragmatique et tenace, il multiplie les initiatives pour améliorer son sort. Il profite de ses déplacements pour acheter et revendre des marchandises, soieries, taffetas, toiles fines, dentelles. Ces opérations de négoce, discrètes mais lucratives, lui permettent de compenser la maigreur de son salaire. Dans cette entreprise, il n'est pas seul. Son épouse Antoinette se tient à ses côtés. Ensemble, ils transforment une pièce de leur appartement, située chez les religieuses de Saint-Pern, en un petit bureau de négoce. Là, se discutent les prix, s'entassent les échantillons de tissus, se rédigent les accords avec des marchands de confiance. Ambitieux et résolu à s'élever, Antoine franchit un pas décisif. Il fait construire un bateau à fond plat. Avec l'appui de son oncle, marchand habitué du Rhône, il en apprend les rudiments de la navigation. Bientôt, on le voit longer les berges, de Loyette à Givors, choisissant avec soin les emplacements stratégiques pour charger, décharger ou négocier. Ces voyages lui offrent une vue d'ensemble sur l'activité économique de la région. Les chantiers des berges, où il gère parfois des travaux, lui donnent aussi l'occasion de mettre en valeur ses qualités physiques héritées de son grand-père Baudet, dit le marchand. Force, endurance, adresse. Antoine ne rechigne pas à l'effort, mais il ne s'y limite pas. Il sait observer, flairer les bonnes occasions, tirer parti des opportunités, ce qui lui confère une longueur d'avance sur bien des hommes de sa génération. Car dans ce quartier grouillant d'activités liées au textile, tout se joue à la confluence du Rhône et de la Saône. Là se retrouvent les métiers indispensables à l'industrie lyonnaise. Tisserands, dresseurs de soie, drapiers, chapeliers. Autour gravitent les teinturiers, les apprêteurs, les voituriers, les porteurs qui transportent les ballots sur leurs épaules robustes. C'est un véritable écosystème où se mêlent l'habileté des artisans, la vivacité des commerçants et l'énergie brute des travailleurs de force. L'effervescence est telle que chaque coin de rue résonne d'échanges, de coups de marteau, du froissement des étoffes et du tumulte des marchés. Au sein de ce monde bouillonnant, les Sèves trouvent leur place. Antoine et Antoinette s'associent parfois à d'autres entrepreneurs, car le commerce de tissus est affaire de réseau et de confiance. Ils s'installent ensemble, se lancent dans des projets partagés. Antoinette, loin d'être cantonnée à un rôle secondaire, participe activement. Elle conseille, elle compte, elle négocie même parfois. Leur couple fonctionne comme un binôme complémentaire. Et pourtant, Antoine n'est pas encore marié officiellement, pas totalement fixé dans son état social, ce qui lui laisse une marge de manœuvre. Sa vie, déjà bien remplie, reflète cette époque où chacun tente par 1000 petits moyens de gagner son pain et, si possible, de bâtir une fortune. Ces affaires, comme il les appelle, ne sont pas de simples expédients, elles forment les premiers jalons d'un avenir plus ambitieux. Autour de lui, toute la famille Sève s'active, chacun tenant ses petits boulots, ses propres coups,
dans cette quête partagée de survie, mais aussi d'ascension sociale. Il est important de comprendre qu'à cette époque, le monde du commerce et des métiers n'était pas un espace de liberté totale, mais un domaine strictement encadré par les édits royaux. Les corporations, regroupées en associations jurées, en assuraient l'exécution. Chaque métier obéissait à ces règles, et ce contrôle rigoureux garantissait non seulement la qualité des productions, mais aussi la pérennité des revenus de ceux qui avaient obtenu le droit d'exercer. À la tête de ces corporations se trouvaient les syndics, véritables gardiens de l'ordre professionnel. Ce sont eux qui délivraient les brevets de maîtrise, indispensables pour obtenir le droit de travailler légalement. Sans ce brevet, pas de place dans le marché. Un artisan pouvait être relégué à l'ombre ou sombrer dans la faillite. Les brevets étaient attachés à un nom, transmis ou acquis au prix de sacrifice, et ouvrirent la porte à la reconnaissance d'un savoir-faire. Mais derrière chaque brevet se cachait une mécanique subtile. Le maître concédait parfois une partie de son droit à un sous-bailleur, lequel devait exécuter un travail jugé compétent. Si les affaires marchaient, chacun tirait son bénéfice. Sinon, la ruine n'était jamais loin. Chaque inscription d'une patente s'accompagnait de contrôles exigeants. La marchandise devait être vérifiée, recevoir l'agrément de qualité imposé par les jurandes. Le moindre défaut pouvait compromettre l'avenir d'un atelier. Ce système garantissait à la fois la réputation de Lyon comme grand centre marchand et le respect d'une hiérarchie stricte où seuls les meilleurs pouvaient prospérer. Les meuniers, eux aussi, devaient composer avec cette organisation. L'achat de terrain et la construction de moulins se faisaient sous contrôle étroit. Les placements de fortune se partageaient en tiers, quarts ou moitiés, avec la bénédiction des notaires et des jurandes. Les actes étaient consignés, surveillés, disputés parfois, tant le contrôle des moulins représentait une richesse stable et précieuse. Ainsi, en 1784, Étienne Desargues, frère d'Antoinette Desargues, épouse de Louis Juillet, acheta, avec une parente, un terrain d'une valeur considérable de 6 400 livres, afin d'y installer un moulin. Cette acquisition provenait du sieur Durocher. Jacques Riboulet, qui en avait acquis la moitié l'année précédente, entra avec lui pour en partager la propriété. L'affaire fut consignée avec rigueur par maître Durand, notaire, preuve que rien ne se faisait sans un encadrement légal strict. Ces actes ne furent pas de simples transactions. Ils marquaient des déplacements de moulins entiers, comme celui déplacé des quais d'Ainay jusqu'au quai Monsieur à Lyon, archives départementales du Rhône, 3e notaire. Mais au-delà des actes notariés, l'époque fut traversée par des événements marquants. En 1783, une terrible crue de la Saône emporta le pont de la Mulatière, rappelant combien l'eau, source de vie et de travail, pouvait aussi devenir menace et destruction. La même année, Lyon fut témoin d'une révolution technologique. Le 15 juillet 1783, le marquis Claude-François Jouffroy d'Aban fit voguer le premier bateau à vapeur de l'histoire, le Pyroscaphe, sur la Saône, entre le pont de l'Évêché et l'île Barbe. Long de 50 pieds, muni de roues latérales, l'engin suscita autant d'admiration que de scepticisme. Déjà en 1782, un essai sur le Doubs à Mâcon avait révélé son potentiel malgré une panne prématurée. Dans ces années-là, des esprits inventifs, comme James Watt en Angleterre, transformaient peu à peu la mécanique à vapeur, annonçant des bouleversements mondiaux. Et ce n'est pas tout. La même année 1783, l'exploit des frères Montgolfier émerveilla l'Europe. Leurs ballons, emportés par l'air chaud, ouvraient des perspectives jusque-là réservées aux rêves et aux contes. Tandis que le peuple luttait pour survivre, quelques hommes touchaient au domaine du merveilleux. Mais ces miracles ne firent pas oublier la dureté des éléments. L'hiver 1784 s'abattit sur la France avec une rigueur terrible. Entre gelées et inondations, la misère gagna les campagnes comme les villes. Les famines frappèrent certaines régions et à Lyon, les 12 ports, véritables poumons de la cité, se retrouvèrent paralysés. Quand l'eau manquait ou débordait, tout le système économique s'effondrait. Pas de travail, pas de revenus pour les centaines de petits métiers liés au fleuve. Dans ce contexte d'épreuve, la vie suivait pourtant son cours. Depuis 5 ans, Anthelme Sève avait repris le travail chez Dame Veuve de Nave, Hélène Couret, qu'il connaissait depuis longtemps et qu'il estimait beaucoup. Les années passaient,
et ses propres enfants n'avaient pas repris l'usine ni le bateau, laissant planer des questions sur la continuité de ce petit empire artisanal. Le temps, inexorable, transformait les familles autant que les métiers. Après le décès de leur père, les fils de la famille n'avaient pas souhaité reprendre le moulin Foulon. Trop jeunes au départ, puis plus tard, trop instruits pour ce qu'ils jugeaient être un sale boulot, ils avaient préféré suivre d'autres voies. L'un d'eux, devenu architecte, profitait déjà des nombreuses opportunités offertes par une ville de Lyon en pleine mutation, où les chantiers de construction et de transformation se multipliaient. Dans ce contexte, la veuve Hélène Courtet, connue comme Dame Denave, avait trouvé en Anthelme Sève bien plus qu'un simple employé. Elle le considérait presque comme son fils adoptif, celui qui pouvait assurer la continuité et la prospérité d'une entreprise qu'elle dirigeait avec poigne et intelligence depuis 25 ans. Anthelme, reconnu comme un tondeur de draps d'exception, avait acquis l'estime de ses pairs. Drapiers, fournisseurs et négociants voyaient en lui un homme sérieux, fiable, doté d'une habileté rare. Mais au fond de lui, Anthelme nourrissait une ambition plus grande, faire fortune et devenir patron. Or, la route restait semée d'obstacles. La corporation des drapiers lui refusait la maîtrise, au motif qu'il n'avait pas accompli le compagnonnage, ce long périple initiatique à travers les provinces qui formaient traditionnellement les maîtres artisans. Son apprentissage auprès de Dame Denave avait pourtant été brillant, et ses années d'expérience constituaient un solide bagage. Alors, un tournant décisif s'ouvrit. Le 24 février 1784, la veuve Denave lui concéda un bail à loyer avec promesse d'achat du moulin Foulon à drap. Anthelme devenait ainsi, pour un an, gérant de fait, bien que toujours sous la tutelle vigilante de sa bienfaitrice. C'était une chance inespérée, mais aussi un risque, car la transaction exigeait des garanties financières considérables. Pour sceller cet accord, il dut fournir une caution de 3000 livres, somme énorme à l'échelle d'un artisan. Il emprunta même 3400 livres à sieur Pierre Morin, demeurant rue Gentil, pour une durée de 8 années. L'acte de reconnaissance fut rédigé par le notaire Rivat, chez l'abbé Vivin à Sainte-Foy-les-Lyons, en date du 4 février 1784. Parmi les témoins et garants figuraient des marchands et négociants lyonnais bien établis. Noël Norroy, marchand sergé demeurant rue de Sargues à Saint-Just, Étienne Chattard, établi rue Saint-Jean, Baptiste Gros, ainsi que sieur Romain Dubost, négociant de la ville. La présence de ces hommes attestait à la fois de l'importance de l'acte et de la réputation solide d'Anthelme, jugé digne de confiance. Sur le plan familial, le destin de ses proches évoluait aussi. Son frère Jacques Sève s'était épris d'une ancienne employée et, par un rude jour d'hiver, le 25 janvier 1785, il épousa à Saint-Pierre Jeanne Duverdy, fille de François Duverdy, tonnelier à Lyon, et de Louise Rondelet. Jeanne travaillait alors comme employée dans une épicerie de Saint-Nizier, proche du domicile de ses parents. Ce mariage scellait l'alliance entre deux familles de conditions artisanales ancrées dans le tissu social de la ville. Quant à Anthelme, il poursuivait inlassablement ses ambitions. Après d'âpres négociations, il franchit un nouveau cap. Le 9 août 1785, par acte reçu chez le notaire Rivat, il acheta à Dame Hélène Courtet, veuve Denave, le moulin à eau pour le travail des draps. Ce jour-là, il passa du statut de gérant à celui de propriétaire. Anthelme était désormais patron de son propre outil de travail. Son moulin, solidement amarré en face de la rue Basseville, au quai de Retz, symbolisait à la fois son ascension sociale et sa liberté retrouvée. Les progrès techniques de son temps, qui commencèrent déjà à transformer le monde des métiers, laissaient entrevoir de grandes perspectives. Moderniser son site, perfectionner ses installations, diversifier ses activités, tout cela devenait possible. À présent, il n'était plus seulement un ouvrier estimé, mais un homme qui avait conquis sa place dans la hiérarchie exigeante des métiers lyonnais. Dans ses yeux brillait la conviction que l'avenir lui appartenait. Ce jour-là, une atmosphère de fête régnait autour d'Anthelme Sève. Tous ses amis étaient là présents. Tous avaient contribué de près ou de loin à soutenir cette démarche audacieuse, presque insensée. Acquérir un outil de travail d'une valeur colossale, estimé officiellement à 31 650 livres. Une somme qui aurait fait reculer bien des hommes. Mais Anthelme, lui, avait osé.
Certes, le moulin avait besoin de réparation et d'aménagement, et beaucoup le jugeaient risqué, mais il avait fait ses calculs avec une précision obstinée. Il savait ce qu'il faisait. Chaque année, il pourrait dégager des dividendes conséquents. Ses emprunts, échelonnés sur 8 longues années, lui paraissaient une charge supportable au regard de l'avenir qu'il entrevoyait. Dans une dizaine d'années, une fois ses dettes réglées, chaque sou gagné serait à lui. C'était une vision claire, une promesse qu'il s'était faite. Son travail porterait enfin ses fruits. Évidemment, il ne se faisait pas d'illusions. Il faudrait rémunérer le personnel, payer les taxes, assumer droits et servitudes. Mais il avait un atout maître, son habileté relationnelle. Grâce à son caractère jovial, franc et entreprenant, il avait su gagner le soutien de la corporation des drapiers. Même s'il entrait en concurrence avec eux, comme l'avait été Dame de Nave avant lui, il avait réussi à se les mettre de son côté. C'était un coup de maître. Dans une ville où tout passait par les corporations et les syndicats, ce soutien valait presque autant que l'argent. Dans la paroisse de Saint-Pierre, tout le monde connaissait Anthelme. Sur le Rhône, sa réputation s'était faite naturellement. On le disait homme de respect, équitable dans ses affaires, fidèle à sa parole. Les bateaux nobles et les échevins, influents sur la navigation et les taxes, le tenaient en estime. Ses anciens concurrents, qui avaient parfois été ses maîtres, lui reconnaissaient désormais une place parmi eux. Quant aux autres meuniers, qu'il côtoyait chaque jour sur le fleuve ou sur les quais, beaucoup le considéraient presque comme une sommité de la ville. Lyon commençait à murmurer son nom comme celui d'un homme qui comptait. Pendant ce temps, dans sa communauté d'origine, à Luis, des discussions agitaient déjà les familles. Son oncle Étienne de Sargues négociait avec les villageois pour leur céder la part qu'ils détenaient encore du moulin de la Charité. L'autre moitié avait été vendue peu avant, le 5 mai 1785, à Claude Germanet, oncle d'Anthelme, figure respectée de la place de Lyon. Serviable et prompt en affaires, Germanet s'était imposé comme un conseiller avisé, le premier à encourager Anthelme dans son projet audacieux. Les voisins et amis s'étaient eux aussi rassemblés. On vit arriver Jean-François Vernet avec son épouse, accompagné de leur fille Louise, ainsi que les représentants de la communauté Bugis. Sa propre famille était bien sûr présente, son frère Jacques Sève, sa sœur Louise et Paul, fidèle soutien. Tous tenaient à être là, car ce n'était pas seulement une transaction commerciale, c'était un événement de vie, un moment fondateur pour toute une lignée. La solennité fut renforcée par la présence du curé vicaire de Luy, qui avait tenu à officier lui-même une cérémonie de bénédiction en accord avec l'archevêché. Il bénit la batellerie, les hommes et le moulin d'Anthelme-Sève, comme on consacrerait une nouvelle étape d'existence. La confrérie de Saint-Nicolas, patron des mariniers, s'associa à la célébration, soulignant l'importance spirituelle et communautaire de cette acquisition. Le quartier entier vibra de ce succès. On sentait que ce jour-là, Anthelme n'était plus simplement un tondeur de draps ou un gérant au service d'autrui. Il devenait un véritable maître, un patron respecté, un homme dont l'audace et le travail acharné incarnaient les espoirs d'une génération. Et sous les rires, les accolades, les félicitations, chacun comprenait que cette victoire dépassait la fortune personnelle. Elle rejaillissait sur toute la famille, sur tout un réseau d'amitié, et même sur la réputation de Lyon elle-même. Ce jour-là, tous s'étaient réunis autour d'Anthelme. Les convives admiraient son audace, son courage de s'endetter pour une somme aussi considérable afin de s'offrir un outil de travail valant une fortune. Certains, sincères, l'applaudissaient et l'encourageaient. D'autres, plus jaloux ou sceptiques, se contentèrent de sourire en coin, convaincus qu'il finirait par sombrer sous le poids de ses dettes et des obligations liées à son moulin. Les femmes, dans l'ombre mais essentielle, avaient préparé les victuailles pour les agapes, pain chaud, volailles rôties, tartes dorées. Tout respirait la convivialité. Pierre de Nave, fils de la tendresse, se montrait satisfait. Lui, l'architecte qui travaillait désormais avec Perrache au grand projet de prolongement de la presqu'île, voyait dans ce jour une continuité, l'héritage de ses parents confié à de bonnes mains. Il évoquait les transformations de Lyon, où les vieux moulins des quais allèrent bientôt être remplacés par d'immenses installations sur le canal reliant la Saône au Rhône. Un vent de folie souffle sur Lyon, disait-il souvent. Et c'était vrai, partout. On créait, on détruisait, on reconstruisait. Le visage de la ville changeait à vue d'œil. Autour d'Anthelme, l'assemblée était variée et prestigieuse.
des ecclésiastiques du Grand Collège de la Trinité et de Saint-Joseph étaient venus, par estime pour l'ancien élève. Les gens de Fontaine n'avaient pas manqué l'événement. Meuniers, marchands de farine, boulangers, famille Lalive, Perrault, Ray, Morel, L'Hôpital, Généraux, Riboulet, Ayné, tous voulaient voir de leurs yeux cette nouvelle réussite. Et bien sûr, les représentants officiels des corporations avaient fait le déplacement. Pour un instant, il n'y avait plus ni hiérarchie sociale, ni rivalité professionnelle. Tous étaient réunis dans une même reconnaissance, liés par des attaches de sang, d'amitié ou de voisinage. Les visiteurs se pressaient pour emprunter la planche menant au moulin. On patientait son tour, comme à l'entrée d'une baraque foraine, curieux de découvrir la mécanique flambant neuve, les transmissions perfectionnées. C'est alors qu'un détail changea la vie d'Anthelme. Parmi ceux qui s'avançaient, Antoinette Juillet, fille de Louis Lemaître Meunier, apparut. Elle traversait la passerelle au bras de son frère Antoine, son protecteur. Anthelme s'approcha pour l'accueillir, fier de montrer son usine. Mais en tendant la main à Antoinette pour l'aider à monter à bord, il eut comme une révélation. Ce n'était plus la jeune fille timide et quelconque qu'il croyait connaître. Brusquement, il prit conscience de sa grâce, de la délicatesse de ses traits. Une femme qui traverse une planche au-dessus de l'eau, fragile mais digne, impose naturellement l'estime et l'attention. Dans ce geste anodin, il découvrit une beauté qui lui avait échappé jusque-là. Et soudain, il se surprit à penser « Cette femme mériterait d'être courtisée ». De son côté, Antoinette ressentit elle aussi un trouble. Elle avait sans doute secrètement espéré ce moment. Ses joues s'empourprèrent d'une douce rougeur, ses yeux se posèrent sur lui avec une intensité inhabituelle. Leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, chacun crut deviner chez l'autre un signe, une promesse. Mais l'illusion fut cruelle, car bientôt, les gestes complices, les rires partagés, les confidences échangées avec Étienne, ce frère d'Anthelme, avaient laissé croire à Antoinette qu'elle comptait déjà pour lui, qu'il l'aimait en secret. Elle s'était bercée de cette idée, fragile et exaltante. Et pourtant, la réalité la rattrapait. Étienne ne voyait en elle qu'une amie, une confidente, rien de plus. Antoinette en souffrait profondément. Elle s'était laissée gagner par l'illusion, par la douceur des habitudes, par ces instants où il semblait si complice. Elle avait cru lire dans ses yeux un reflet de tendresse, mais ce n'était qu'un mirage. Elle se sentait trahie par son propre cœur. Et pourtant, malgré tout, elle continuait de l'aimer. Même sans retour, même sans espoir, cet attachement la brûlait. Alors elle se replia sur elle-même. Elle parlait moins, riait moins. Ses parents la croyaient simplement fatiguée par ses études, ignorant la blessure secrète qui la consumait. Elle garda son chagrin pour elle seule, persuadée que ce n'était pas une douleur que l'on pouvait partager. Un soir, elle s'enfuit dans le jardin, s'assit sous les arbres, les mains jointes sur ses genoux. Elle resta longtemps ainsi, silencieuse, avant de voir Étienne passer sans même la remarquer. Son cœur se serra encore davantage. Le lendemain, elle prit une résolution. Elle ne pleurerait plus. Elle apprendrait à faire semblant, à se montrer forte, à occuper son esprit de lecture, de travail, de sortie. Peut-être qu'un jour, elle finirait par oublier. Déjà, ses amis l'y aidaient. Elle se rapprocha d'Anne-Lise, une jeune fille vive et gaie, qui lui apportait un peu d'optimisme. Elle fut invitée à une soirée, rencontra d'autres garçons. L'un d'eux l'embrassa, presque par surprise. Elle sourit, mais sans émotion. Elle n'en voulait pas encore. Son cœur appartenait toujours à Étienne, malgré la douleur. Antoinette essayait d'aller mieux, de se reconstruire. Elle savait qu'elle finirait par se libérer de cet amour un jour. Mais ce jour-là n'était pas encore venu. Pour l'instant, elle demeurait prisonnière d'un sentiment qui la dépassait. Après cette fête mémorable, toute vibrante d'exaltation et chargée d'un parfum d'avenir, l'horizon d'Anthelme Sève s'élargit. Il ne pensait plus seulement à ses affaires ni à son moulin. Un autre projet, plus intime et bouleversant, prenait forme en lui. Et s'il parvenait à gagner le cœur d'Antoinette Juillet? Et s'il faisait d'elle non seulement sa compagne, mais son épouse, la maîtresse de son foyer et la future mère de ses enfants? Lorsque son travail lui laissait un répit,
Il cherchait des occasions de la croiser, d'apercevoir dans son regard une réponse à ses propres doutes. Lui, le séducteur à sa manière, n'était-il pas cette fois-ci le séduit? La gamine du meunier, comme on la surnommait encore avec un brin de condescendance, n'était-elle pas devenue une jeune femme capable de bouleverser son destin? Mais le quotidien était cruel. Antoinette, surveillée par sa famille, était tenue de l'éviter. Les occasions de se voir se faisaient rares. Entre les corvées ménagères, la garde de ses jeunes frères et sœurs et la vigilance constante de sa mère, elle n'avait guère de liberté. Quant à son frère Antoine, il refusait de jouer les complices. Il ne voulait pas être entraîné dans ce qu'il jugeait être une affaire délicate, voire compromettante. Peu à peu, l'ambiance au moulin des Juillets devint lourde. Antoine entra en colère contre son père, qui le rendait injustement responsable de la situation. Les disputes s'enchaînèrent, à tel point qu'il ne pouvait plus supporter de rester dans cette atmosphère étouffante. Depuis longtemps déjà, père et fils pressentaient que la séparation était inévitable. Louis pensait que l'apprentissage du métier devait se prolonger, qu'Antoine devait encore recevoir son enseignement. Mais Antoine, lui, n'avait plus rien à apprendre de son père. Alors, il prit sa décision. Le métier de meunier lui paraissait trop ingrat, trop contraignant. La batellerie, elle non plus, ne l'attirait pas. En revanche, il voyait une issue, le commerce de farine. Son oncle Étienne de Zargues lui avait promis son aide, et son autre oncle Claude Germanel lui ouvrait la porte d'une société commerciale où il pourrait se former aux règles du négoce. Antoine, trop seul pour affronter ce nouveau départ, avait besoin d'appui, d'un cadre, de garde-fou. Louis Juillet, de son côté, n'attendait que cela. Le départ de son fils pour revendre son moulin et prendre une retraite méritée à Fontaine. Il songeait à éloigner ses filles de la ville, loin des tentations et des prétendants, et cherchait déjà un locataire pour son moulin. À Fontaine, la vie reprenait son rythme rural. Ce jour-là, conformément aux usages fixés par le syndic du village, les vendanges battaient leur plein. Louis Juillet, son neveu Claude et la mère étaient aux champs, accompagnés des deux plus jeunes filles pour aider. Antoinette, épuisée par ses tâches quotidiennes, était restée en retrait. Et c'est alors qu'Antelme parvint à ses fins. Profitant de ce moment où tout le monde était occupé, il retrouva Antoinette seule, assise sur un banc de la nouvelle place. Le cœur battant, il s'approcha, s'assit à ses côtés, et, dans une tentative à la fois timide et galante, lui demanda si sa main était toujours aussi douce que la première fois. Sans un mot, Antoinette la lui tendit. Le silence qui suivit, lourd d'émotions contenues, semblait suspendre le temps. Puis, presque à bout de courage, Antelme se lança. D'une voix tremblante mais déterminée, il osa la question qui brûlait ses lèvres. « Antoinette, verrais-tu un inconvénient à devenir ma femme et à me donner des enfants ?» Il lui sembla attendre une éternité. Le souffle court, il scrutait son visage, craignant un refus, espérant un signe. Et la réponse vint, simple mais bouleversante. Un baiser. Elle n'osa pas se blottir contre lui, mais ce geste, à lui seul, suffisait. Alors, avec une tendresse inédite, il l'attira doucement à lui. Dans un murmure à peine audible, Antoinette confirma son accord. Elle-même était surprise de découvrir, dans ces instants, la chaleur et la sincérité d'un homme qu'elle n'avait jusque-là vu que dans son rôle de travailleur acharné et d'entrepreneur ambitieux. Ils étaient heureux, profondément heureux. Mais déjà, une ombre planait sur leur joie. Il restait à obtenir l'acceptation du père, Louis Juillet, maître respecté mais homme rigide, soucieux de l'avenir de ses filles. Et chacun savait que convaincre Louis serait peut-être l'épreuve la plus difficile de toutes. Ni Louis Juillet ni le frère d'Antoinette, Antoine, ne semblaient vouloir s'opposer à l'union. Antoine, en particulier, voyait dans cette perspective un souffle de liberté. Son rôle de chaperon, déjà pesant, s'allégeait. Il sentait bien que sa sœur suivait un chemin qui lui appartenait désormais. Sans attendre, le lendemain même, Antelme Sève, brûlant de passion et d'impatience, tenta de rencontrer Louis Juillet pour obtenir un entretien officiel. Mais Louis n'était pas rentré de Fontaine. Poussé par son ardeur, Antelme se rendit jusqu'au logement de la famille Juillet, frappa à la porte et ne trouva personne. Déconcerté, il dut rentrer à son moulin, l'esprit agité et les mains vides. Le soir, des bruits de quartier lui parvinrent.
Certains disaient que Louis cherchait à l'éviter, qu'il ne voulait pas de cette rencontre. Lyon, avec ses ruelles et ses rumeurs, n'était jamais qu'un grand village. Tout se savait, tout se murmurait. Anthelme douta, se demanda si le père d'Antoinette n'allait pas, en silence, lui fermer toutes les portes. Finalement, l'entrevue eut lieu. Louis le reçut, mais sans chaleur. D'un ton ferme, il expliqua que cette union n'était pas en sa faveur. La réputation d'Anthelme le poursuivait, celle d'un homme séduisant, entreprenant, mais aussi d'un séducteur invétéré, un esprit trop vif, trop romanesque pour garantir la sécurité d'une fille. Louis, homme prudent et économe, voyait là une menace. Si ce mariage tournait mal, ce serait à lui, le père, de nourrir et protéger sa fille, et par extension, son gendre ruiné. Or il n'avait pas d'argent plein les poches. La vie de meunier ne rapportait pas tant qu'on le croyait, et les temps étaient incertains. Pourtant, les exemples de réussite existaient autour de lui. Claude Germanel, son beau-frère, avait acquis au printemps un nouveau moulin, et venait même d'acheter, le 18 octobre 1785, la seconde moitié de l'association Antoine Juillet & Fils, rachetée à sieur Jacques Riboulet de Fontaine, lui-même repreneur d'Étienne des Argues. Mais ces achats, aussi brillants qu'ils paraissaient, n'étaient pas exempts de risques. Le Rhône, capricieux, dictait sa loi. Crue, pénurie, sécheresse faisaient vaciller la stabilité des affaires. Une année prospère pouvait être suivie d'une année de ruine. Louis le savait. L'avenir était fragile, incertain. Et c'est pourquoi il résistait. Non par dureté, mais par amour. Sa fille, elle était son trésor, et il ne voulait pas la jeter dans l'inconnu. Il voulait être sûr, absolument sûr, qu'Anthelme n'agissait pas seulement par fougue ou par désir passager. Alors il lui lança, presque comme un défi. « Tu prétends l'aimer ? Eh bien, prouve-le. Montre-moi que tu es capable de lui donner un avenir sûr. » Les semaines passèrent. L'automne s'achevait, et Anthelme n'avait pas encore réussi à convaincre Louis. Antoinette, elle, se retrouvait surveillée de plus près que jamais. Mais l'amour, discret et patient, trouvait toujours son chemin. Il s'écrivait en cachette, se frôlait dans les ruelles, se prenait la main à la dérobée. Ils s'apercevaient souvent, échangeaient leurs regards comme autant de promesses muettes. Leur amour se tissait dans le silence et la clandestinité, plus fort peut-être encore à cause des obstacles. À la Saint-Jean d'hiver, lassée d'attendre, brisée par l'incertitude, Antoinette finit par céder à l'élan de son cœur. Elle quitta en pleurs le toit familial, franchit les ruelles glacées de Lyon et se précipita vers la chambre d'Anthelme. Là, entre ses bras, elle trouva un apaisement qu'elle n'avait jamais connu. Lui, cet homme bâti comme un lutteur de foire, à la carrure impressionnante, se révélait d'une tendresse inattendue. Elle se sentait protégée, comprise, et dans cet instant suspendu, ils découvrirent ensemble que leur amour n'était pas une illusion. Il était réciproque, profond, irrévocable. Ils parlèrent à voix basse, se firent des promesses solennelles, s'aimer jusqu'à la mort, se vouer fidélité contre vent et marée. Ce n'était plus un jeu d'adolescent, mais la certitude d'un grand amour. Alors, décidés à affronter le monde, ils partirent ensemble rencontrer les parents d'Antoinette. Quand ils arrivèrent, haletants, les yeux encore rougis d'émotion, ils trouvèrent Louis Juillet et son épouse en pleine discussion à leur sujet. Leur arrivée, main dans la main, disait tout. Il n'y eut pas besoin de longs discours. La sincérité de leur amour éclatait aux yeux de tous. Louis, grave et soucieux, finit par déposer ses résistances. La mère, émue, insista pour que l'on discute de leur avenir. Les conditions furent posées. Anthelme devrait attendre la Saint-Jean d'été pour sceller officiellement leur fiançailles. La dot d'Antoinette serait fixée par le notaire d'ici la fin de l'année. Tout devrait rester discret, sobre, respectueux des usages. Pas de badinage en public, seulement l'échange de paroles promises. L'honneur des familles serait sauf, et l'avenir, s'il tenait, pourrait s'ouvrir. Anthelme accepta, soulagé. Il savait que, désormais, il lui faudrait prouver sa sincérité, non seulement par des mots, mais par son travail, par sa capacité à assurer un avenir solide. Antoinette, elle, rayonnait. Leur amour, enfin reconnu, lui semblait invincible. Mais le destin capricieux et cruel en décida autrement.
À l'aube du 1er janvier 1786, alors que la ville sommeillait dans le froid de l'hiver, le moulin-usine d'Antelme-Sève prit feu. En quelques heures, il ne resta qu'un amas de cendres et de poutres calcinées fumant au bord du Rhône. Les flammes avaient été tout dévorées, la marchandise en cours de travail, les draps finis prêts à être livrés, même les fonds en espèces et les reconnaissances rangées dans le coffre. Le fleuve lui-même, qui d'ordinaire donnait la vie, reflétait cette fois les débris calcinés, emportant dans ses eaux sombres les restes de l'ouvrage d'un homme. C'était un désastre absolu. Antelme, anéanti, voyait s'effondrer en une nuit le fruit de tant d'efforts et l'avenir qu'il s'était promis de bâtir pour lui et pour Antoinette. Et dans le silence glacial de ce premier jour de l'année nouvelle, leur rêve d'union, si récemment scellé, vacillait déjà sous la cruauté du sort. Toute la ville, alertée par les flammes de la nuit et les rumeurs du matin, s'était pressée pour voir l'amas de cendres fumantes. Le moulin d'Antelme-Sève n'était plus qu'un squelette noirci, ses poutres calcinées flottant au fil du Rhône comme des débris funèbres. 2 ouvriers avaient échappé de peu à la noyade. 2 autres, dans un geste héroïque, s'étaient brûlés les bras en tentant de maîtriser l'incendie. La population entière était bouleversée. À Lyon, chacun connaissait Antelme, sa carrure imposante, son caractère jovial, sa réputation de travailleur infatigable et de généreux compagnon. Mais déjà, derrière l'émotion, la réalité s'imposait. Les amis s'inquiétaient. Comment allait-il repartir? Les créanciers, eux, parlèrent déjà remboursement, prêt, reconnaissance de dette. Les visages compatissants cédaient peu à peu la place aux regards pressants, parfois menaçants. Antelme, ce gaillard si fort, se sentait terrassé, accablé par le destin, et au pire moment, celui où son bonheur, avec Antoinette, lui semblait enfin assuré. Ce qu'il craignait par-dessus tout n'était pas la ruine matérielle, mais la perte de l'amour naissant d'Antoinette. Plus il y pensait, plus il comprenait que cet amour comptait davantage que toutes ses richesses, davantage même que son moulin. Mais l'homme, blessé dans sa fierté, chercha à noyer son malheur dans l'alcool. Une cuite, puis une autre encore, jusqu'à tomber malade, sombrant dans l'abattement et la prostration. Ses proches vinrent le voir, tentèrent de l'encourager, mais rien n'y faisait. Il se laissait dépérir, presque à en mourir. Antoinette, elle, ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Elle était pleine de vie, et son amour la poussait à se battre pour lui comme s'il était déjà son époux. Elle comprenait son désespoir, mais refusait qu'il s'y engloutisse. Courageuse, elle osa franchir ce que d'autres jugeaient impensable. Par un escalier étroit de la rue Basseville, elle monta jusqu'à la chambre où il se cloîtrait. Après de longues insistances, après des paroles douces mais fermes, elle parvint à se faire ouvrir. Là, dans la pénombre, elle découvrit un homme défait. Antelme, sale, mal vêtu, effondré sur lui-même, éclata en sanglots. Elle ne dit rien. À quoi bon? Dans ces instants, la présence valait plus que les mots. Elle se souvenait du bonheur, si proche encore, des promesses échangées. Elle posa un panier. Elle avait apporté une soupe chaude aux oignons. Ensemble, maladroitement, ils allumèrent le petit fourneau. Elle le servit comme une épouse l'aurait fait. C'était simple, humble, mais chargé d'une intimité nouvelle. Les voisins, jusque-là, lui glissaient de quoi subsister, surveillaient de loin son état, mais commençaient à l'éviter. Sa maladie, son malheur, et bientôt les huissiers rôdant autour de sa porte faisèrent de lui un homme à fuir. Mais ce soir-là, Antoinette osa. Elle brava les rumeurs, les jugements, le scandale possible. Elle était à ses côtés. Quand soudain 3 petits coups frappés discrètement retentirent à la porte, tous 2 sursautèrent. Antoinette, vive, fit signe de se taire. C'était sa sœur, venue vérifier, une écharpe serrée autour du cou, pour ne pas attirer l'attention du quartier. Le secret devait être préservé. Cette nuit-là, ils restèrent ensemble, mais chastement, chacun à sa place, bercés par un même espoir. Antelme, pour la première fois depuis l'incendie, sentit que la présence d'Antoinette n'était pas de la pitié, mais de l'amour véritable. Et dans ce silence, entre la soupe partagée et les larmes apaisées, il reprit pied. Sa fierté blessée trouva une raison de se relever. Elle,